Merci aux citoyens qui enchaînent aussi un rythme d'enfer cette journée. Donc, nous allons ouvrir la 4e séquence d'information qui est consacrée à une présentation et une discussion de la phase industrielle pilote de Cigéo. Je vous en prie, je vous laisse vous installer. Avant d'entendre Pascal Levert présenter pour l'Andra en détail cette phase industrielle pilote, je vais vous donner la parole, Aurélien Louis et puis Benoît Jacquet, pour que vous puissiez juste vous présenter, histoire qu'on sache qui nous avons à l'écran et sur le fauteuil à côté de nous. Monsieur Louis, la parole est à vous. Dites-nous un peu ce que c'est déjà la DGEC et puis son rôle dans cette phase industrielle pilote et dans l'encadrement de Cigéo en général. Oui, donc je m'appelle effectivement Aurélien Louis, donc je travaille à la DGEC, qui est la Direction Générale de l'Énergie et du Climat. Donc c'est une administration qui se trouve dans un ministère qui s'appelle le ministère de la Transition écologique, qui est le ministère de Barbara Pompili, et dont la mission est de porter, concevoir et mettre en œuvre la politique énergétique et climatique de la France. Et donc au sein de cette direction, moi, je m'occupe d'une équipe qui s'appelle la sous-direction de l'industrie nucléaire, et donc j'ai en charge le volet nucléaire de nos politiques énergétiques. Et c'est à ce titre-là que, du coup, parmi les missions que nous menons, nous avons la tutelle administrative de l'Andra, qui est l'entité qui porte le projet Cigéo. Et puis, plus globalement, nous portons ou nous décrivons la politique nationale en matière de gestion des matières et déchets radioactifs. Évidemment, c'est une politique nationale qui se conçoit en partenariat avec toutes les parties prenantes, l'ANDRA, les producteurs, les ONG, etc. Mais c'est nous qui servons finalement de petites mains pour pouvoir la rédiger, l'exprimer et la faire adopter par le gouvernement. Merci beaucoup pour cette présentation. Benoît Jacquet, vous êtes secrétaire du CLIS. Je suis même secrétaire général. Hein, pardon, secrétaire général. Un peu de respect, s'il vous plaît. Et donc, oui, depuis que le CLIS existe, je suis en charge de ce comité, c'est-à-dire qu'il existe depuis 1999. Depuis que le labo existe, c'est lié, mais on en reparlera, je pense, plus tard. J'ai une formation de juriste et je me suis plongé dans des sciences un peu bizarres, mais auxquelles j'essaye de comprendre quelque chose, de même que les membres du CLIS. Mais je pense que j'en reste là pour l'instant. Très bien, merci beaucoup. Donc, je vous explique comment va se passer cette séquence. L'idée, c'est que vous puissiez tous les trois intervenir successivement. D'abord, Pascal, 15 minutes, 20 grand maximum. En resituant aussi, Pascal, même si le groupe te connaît, mais ton rôle spécifique par rapport à la phase industrielle pilote. Et ensuite, l'idée, c'est que vous puissiez réagir, Monsieur Louis d'abord et Monsieur Jacquet ensuite, avec à nouveau 15 minutes de parole. Si vous avez des questions de compréhension, vous pouvez bien sûr les poser pendant les interventions, enfin lever la main et demander la parole. Mais sinon, ce que vous demandez, c'est d'écouter les 3 interventions pour ensuite formuler collectivement les questions que vous voulez poser pour que vous puissiez d'abord avoir une vue assez panoramique de la manière dont la phase industrielle pilote est perçue et présentée par 3 acteurs très différents. Merci beaucoup. Pascal. Judith, est-ce que je dois rester assis ou est-ce que je peux me Non, lever? tu peux te lever, évidemment, s'il n'y a aucun souci. Voilà, je pense que Denis, qui filmera en conséquence. Merci. Non, parce que sinon, je ne vois pas tout le monde. Ce n'est pas facile de faire une présentation. Alors, juste rester à peu près dans l'axe de la caméra, de ne pas trop t'écarter sur le côté. C'est ça la simple demande. Donc, Pascal Levert, on s'est déjà rencontré lors de la première séquence. Je suis le directeur adjoint du projet Cigéo. Sur la phase industrielle pilote, avec Julie et avec d'autres collègues, on est vraiment à l'origine en fait, des textes, de la rédaction des supports de la concertation. Et moi, de façon générale, je m'occupe aussi de tout ce qui est réversibilité, de tout ce qui est concertation sur le projet Cigéo. Voilà. Alors, en particulier concertation FIPIL, mais aussi la concertation sur la gouvernance. Alors, je fais une présentation assez rapide de la phase industrielle pilote. C'est en fait un concentré du dossier de concertation qui vous a été remis. Mais bon, c'est bien d'avoir une reprise. Et non, mais tu peux laisser le premier slide. En fait, je voudrais revenir sur ce titre qui est assez essentiel parce que c'est la phase industrielle proposée par l'ANDRA. Je vais aller presque directement sur cette première slide, à ma slide de conclusion, et on pourra en reparler. En fait, le rôle de l'ANDRA, c'est vraiment de produire de la matière
de produire des dossiers, de produire des études, de faire des propositions. Et après, les décisions, elles n'appartiennent pas à l'ANDRA. Alors, il y a des décisions qui appartiennent au gouvernement. Donc, Aurélien Louis pourra les préciser. Il y a des décisions qui appartiennent à l'ASN. Voilà. Et donc, nous, notre valeur ajoutée, c'est de faire des propositions, d'essayer de les enrichir avec vous, mais ça ne reste que des propositions parce que finalement, après, il y a des décisions qui sont prises par les autorités et nous, on les applique. Donc, ce titre, il est vraiment quand même assez important. Je vais aller assez vite sur pourquoi une conférence de citoyens, parce qu'on a déjà vu ensemble ces questions, mais c'est aussi important de les rappeler. C'est la phase industrielle pilote, hein, c'est un thème qui était né lors du débat public de 2013. Et finalement, il n'avait jamais été travaillé en concertation, jamais travaillé avec le public. Donc c'est pour ça que nous, on souhaitait organiser, on a pris l'initiative d'organiser cette conférence de citoyens pour bénéficier de votre regard neuf sur ce sujet. Et donc on vous en remercie encore une fois de vous prêter à l'exercice. Pourquoi maintenant ? Parce qu'en fait, on est en train de préparer notre dossier d'autorisation de création et que ça nous permet, joint avec l'ensemble des autres concertations qu'on mène, d'enrichir ce dossier qui sera déposé en début d'année prochaine, on espère, et puis pour alimenter les futures réflexions. Voilà, donc en fait, on essaye de... Est-ce que ça remarche? Formidable. Le son est revenu ici. Ouais, bah ici aussi. Eh ben c'est bien parce que du coup on peut commencer par, là c'était 2 slides de préambule, et donc on peut commencer par finalement le fond de la présentation. Donc, pourquoi une phase industrielle pilote? Eh ben, c'est surtout parce que CIGEO, ce n'est pas une installation habituelle. C'est même une installation assez inédite. D'abord parce que c'est une installation nucléaire de base qui est souterraine, à 500 mètres de fond, hein, il n'y en a pas d'autres dans l'argile. Par ses caractéristiques, c'est quand même une installation qui est assez étendue, qui est faite avec une durée pour durer très longtemps, avec des caractéristiques spécifiques, voilà, une très grande profondeur. Et puis aussi parce qu'elle a une finalité unique. CIGEO, ça ne rapporte pas d'argent, ça ne produit pas d'électricité, ça a une finalité unique qui est la protection apportée sur le très long terme, voilà, de gens qu'on ne connaît pas, hein, de gens qui seront là dans des 100, 1000 ans. Voilà, c'est l'unique finalité de cette installation, c'est la protection à long terme. Alors, pour cette protection à long terme, on se base sur une sûreté passive qui est liée à la roche, d'accord ? C'est-à-dire que ça se rassure sans intervention humaine, et c'est ça qui explique les concepts techniques qui vous ont été présentés lors des visites. Donc, ce principe de FIPIL, il a été retenu, comme je le disais, à l'issue du débat public de 2013, et il répond finalement à une démarche progressive. On va y aller progressivement, prudemment, pour démarrer cette installation, parce qu'on a bien vu que elle était considérée comme complexe et que donc il fallait prendre le temps. On l'a intégrée dans notre projet en 2016 et depuis 2016, on essaye de la construire et en fait, ce qu'on vous présente là, c'est le fruit de cette construction progressive. Alors, en 2016, ce qui s'est passé, c'est que le Parlement l'a fixé. Il y a eu une loi qui a dit un stockage en couche géologique profonde, ça commence par une phase industrielle pilote. Et donc, il est écrit permettant de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de l'installation, notamment par un programme d'essai in situ. Très bien, donc ça fait partie du cahier des charges donné par le Parlement. Le Parlement nous a dit aussi que pendant cette phase, tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables et que la phase industrielle pilote comprend des essais de récupération des colis de déchets. Deuxième élément du cahier des charges. Il nous a dit que la mise en service était limitée à la phase industrielle pilote, que l'ANDRA doit produire un rapport sur les résultats qu'elle obtient pendant cette phase et que ce rapport il est transmis au Parlement, puis instruit, évalué par l'ASN, la Commission nationale d'évaluation, les collectivités territoriales, fait l'objet d'un rapport de l'OPEXT. Et puis, qu'à l'issue de cette instruction, il y a une nouvelle loi qui est votée, et cette loi, elle décidera des conditions de poursuite ou non du projet. Il faut savoir que ce mécanisme réglementaire, il est très original. Il n'existe pour aucune autre installation, que ce soit nucléaire ou chimique ou civile ou n'importe quoi. Finalement, quand on est autorisé, on a le droit d'y aller. Nous, si jamais on était autorisé, on a au moins une corde de rappel pour dire bon, on va regarder si vous continuez ou pas. Donc ça, c'est quelque chose quand même de très fort, de très original. Alors,
ça, c'est un transparent vraiment très important, surtout les 2 premiers bullet points pour moi. C'est finalement quel est son rôle à cette phase industrielle pilote. Finalement, le rôle de la phase industrielle pilote, quand on se met dans les objectifs du Parlement, c'est de décider qu'est-ce qui se passe après. Finalement, c'est de décider la nature de la phase qui suivra cette phase industrielle pilote. Et donc de préparer la nature de la phase suivante, quelle qu'elle soit. Que ce soit une phase d'arrêt ou que ce soit une phase pour continuer ou pour modifier. Donc en fait, à partir du moment où on a cet objectif en tête, finalement, ce qu'on doit acquérir pendant cette phase, c'est l'ensemble des éléments de connaissance qui permettront de nourrir la décision du Parlement. Voilà. Et de faire en sorte que le Parlement, il n'arrive pas avec des gens qui lui disent bah, c'est blanc, d'autres qui lui disent c'est noir, c'est rouge, c'est bleu, parce que sinon bah, il ne saura pas quoi en faire de tous ces éléments, que ces éléments ils soient autant que possible consolidés, techniquement bien sûr, concertés et partagés autant que possible. Voilà, donc ça pour moi, ces 2 bullet points, ça résume presque finalement l'objet phase industrielle pilote tel qu'on a essayé de le concevoir, avec un double enjeu, un enjeu technique. Donc effectivement, il y aura des essais. On va conforter in situ, dans les vraies conditions d'environnement, de l'installation des données qui ont été utilisées pour sa conception et puis pour sa démonstration de sûreté. On va prendre en main progressivement l'exploitation de cette installation. On va vérifier les capteurs, on va commencer à recevoir des colis, on va monter en puissance. Et puis on va préparer la phase suivante, quelle que soit sa nature. C'est aussi un autre point très intéressant d'apprentissage, c'est que ce n'est pas que d'un apprentissage technique, c'est aussi un apprentissage de la discussion avec les parties prenantes, avec le public, puisque c'est un des objectifs que ces enseignements ils soient concertés et partagés. Donc finalement, la gouvernance, elle est vraiment traitée aussi pendant cette phase industrielle pilote. Donc il y a bien ces 2 pieds, technique et gouvernance. Alors nous, on a commencé à travailler, finalement, on a commencé à essayer d'aborder les thèmes qu'on estime intéressants pour le Parlement. Voilà, donc on a fait une première liste, on a 8 thèmes, qui peuvent bien sûr être enrichis s'il en manque, qui peuvent être modifiés, qui vont continuer d'être approfondis, mais ce sont ces 8 thèmes-là. Donc la construction des ouvrages souterrains, c'est clair que si on n'arrive pas à atteindre le niveau de qualité qu'on avait prévu, il faudra arrêter. Hein. Donc la construction des ouvrages, les données géologiques, on a basé notre démonstration sur des données. Alors bien sûr, on a le laboratoire, bien sûr, on a plein de tests qui montrent que c'est représentatif. Enfin, on va quand même aller montrer qu'au vrai endroit, c'est ce qu'on estime. Les opérations industrielles de stockage, hein, si ça ne marche pas du tout, si on a plein de pannes, plein de trucs, il faudra en tirer des conclusions. Peut-être qu'il y a des pannes qu'on pourra forcément résoudre, mais il y aura peut-être des problèmes plus compliqués. La sûreté du stockage, c'est bien sûr le point essentiel. La réversibilité, donc on nous a demandé de faire des essais de retrait, on va les faire, mais il y a d'autres paramètres qui vont rentrer en compte, d'autres modalités qui vont être mises en place. La surveillance environnementale, quel est l'impact sur le territoire et sur la nature, la biodiversité, les masses d'eau. La faisabilité des ouvrages de fermeture, parce que c'est encore, c'est quelque chose d'ouvrir cette installation, mais encore faut-il mettre en place ces dispositifs pour montrer qu'on saura bien la fermer comme on souhaite. Et la gouvernance. Donc nous, on a identifié ces 8 grands thèmes à travailler et sur lesquels il faudra acquérir des enseignements pendant la phase industrielle pilote. On estime qu'avec ces 8 grands thèmes, finalement, on aura possibilité d'avoir une décision robuste du Parlement, quel que soit le sens dans lequel ça ira. Je vais me dépêcher un peu. Alors, nous, on estime qu'il y aura un déroulement en 2 parties. Une première partie, finalement, à blanc, où on va construire et faire des essais sans colis de déchets radioactifs, avec des maquettes. Ça devrait durer à peu près 10 ou 15 ans. Pour tous les ouvrages qu'on construit, on commence par en construire un qui ne va pas recevoir de colis, pour bien vérifier qu'on sait faire. C'est ce qu'on appelle des démonstrateurs. Et puis après, quand on a tiré les enseignements de ce premier, on construit les autres qui recevront des colis. Ça, c'est une méthode qu'on applique. Voilà. Et donc, après qu'on aura fini nos essais à blanc, entre guillemets, on commencera à faire des essais avec des colis. Ça, c'est après ce qu'on appelle la mise en service. Donc, on rentre dans la phase de fonctionnement de l'installation. Puis, nous, on souhaite pouvoir exploiter cette installation pendant une période qui nous permettra d'avoir un bon retour, pour savoir que notre installation elle est rodée, qu'on a un bon retour de fonctionnement, qu'on sait comment ça marche, qu'on a rencontré à peu près l'ensemble des problèmes et des optimisations qu'on pouvait identifier pour après. Donc la première phase, si on est optimiste, on dit c'est 10 ans, les pessimistes disent c'est 15 ans.
La deuxième phase, les optimistes disent c'est 5 ans, les pessimistes disent c'est 10 ans. Donc en tout, ça fait entre 15 et 25 ans. Ce qui est surtout important, c'est que ce n'est pas très important de fixer une date maintenant, vu de notre fenêtre. Ce qui est important, c'est de se mettre d'accord que, on rend le rapport quand l'ensemble des points, ils ont été suffisamment travaillés, suffisamment instruits. Ce n'est pas une valeur intangible, la durée même de la FIPIL, mais on se rend compte normalement que ça devrait être quelque chose comme ça. C'est pareil sur les enseignements. Moi, je pense que dire maintenant quels doivent être les enseignements de la phase industrielle pilote, c'est un peu difficile. Je crois qu'il faut quand même rester un peu ouvert, puisque forcément, on va découvrir des choses. Il y a des choses qu'on pensait faciles qui vont s'avérer difficiles, des choses dont on faisait un monde et qui vont se passer bien. Donc, il faut être assez ouvert aussi sur la définition des enseignements. Et c'est pour ça que nous, on aimerait avoir une construction assez progressive et concertée des enseignements qu'on retire. Une chose qui est importante, c'est qu'est-ce qui suit la FIPIL. Si ça ne marche pas, si on a trop de difficultés, on arrêtera. Auquel cas, l'ANDRA rendra son rapport au Parlement pour dire ça ne marche pas. Et on préparera une demande de démantèlement. Quand on sera autorisé à démanteler, on retirera les colis, on les renverra chez leur expéditeur, on assignera, et on refermera. Si ça marche, on continue, éventuellement en modifiant un peu des choses, parce qu'il y aura peut-être des optimisations à rentrer, il y aura peut-être des choses voilà, bon, on ne sait pas. En tout cas, ça sera une autre phase de mise en service qu'il faudra elle-même autoriser. Donc, il faudra refaire un dossier de mise en service dans les nouvelles conditions, le déposer à l'ASN et repartir pour la phase d'après. Nous, ce qu'on estime, c'est que la phase industrielle pilote, elle dure jusqu'à l'autorisation suivante. Voilà. Finalement, tant qu'on a une autorisation, on la garde. Le Parlement prend le temps qu'il faut pour discuter. L'autorité de sûreté prend le temps qu'il faut pour nous autoriser à quelque chose. Mais nous, on est en phase industrielle pilote, même si on ne travaille plus. On reste dans ce statut. Puis après, quand on a une autre autorisation, on bascule dans la phase suivante. Pascal, les 15 minutes sont révolues. Je me dépêche. Alors, la phase industrielle pilote, ça va être une phase très intense d'échange dans laquelle on va produire beaucoup de documents, beaucoup de rapports qui vont être transmis aux autorités de sûreté et aux parties prenantes. Nous, on a proposé dans l'autre concertation sur la gouvernance que tous ces dossiers soient concertés avec le public en amont. Qu'on en définisse le contenu, qu'on discute de ce qu'on met dedans et qu'on transmette en toute connaissance de cause. Donc il y aura le rapport de synthèse pour le Parlement, c'est le plus important. On a prévu qu'il y ait 2 rapports de demande d'autorisation pour l'ASN, la première mise en service, la mise en service suivante, quelle que soit sa nature. On a prévu 3 revues de réversibilité. Les revues de réversibilité, c'est un processus qui est prévu par la loi, mais qui n'a pas été défini du tout. La loi dit juste, tous les 5 ans, il y a des revues de réversibilité. Donc nous, on a proposé de les organiser et on a proposé d'en faire 3 en phase industrielle pilote. Une première pour faire un point 0 sur le sujet, pour qu'il soit vraiment partagé par tout le monde. Et pourquoi on le fait après l'autorisation de création? Parce que l'autorisation de création, elle va aussi nous donner des pistes et des prescriptions sur cette réversibilité. Donc il faut faire le point finalement après l'autorisation. Une sur tous les essais en inactif, pour voir si on avait bien réussi à retirer nos maquettes et le reste. Et puis après, sur la base du fonctionnement. On propose aussi qu'il y ait un réexamen de sûreté qui soit fait par l'ASN pour pouvoir se présenter devant le Parlement, finalement, en ayant la meilleure analyse possible de la sûreté de l'installation. Un réexamen de sûreté, c'est prévu pour toutes les installations nucléaires de base, c'est ce qu'ils appellent les décennales pour les réacteurs. C'est un moment où l'exploitant produit un dossier qui regarde le vieillissement de ses composants, son retour d'exploitation, les événements qui se sont passés, les modifications, enfin, c'est un gros dossier qui est instruit. Et puis après l'examen, l'ASN dit « vous pouvez continuer sous réserve que vous fassiez des choses » ou ils prennent des mesures plus drastiques. Donc si on a le schéma là, voilà, la phase industrielle pilote, c'est le premier bloc pointillé. Donc on voit qu'il y a cette première phase de construction initiale, construction essais sans colis. Et puis après, dans le deuxième bloc, après la mise en service, les essais avec colis et les opérations de stockage. La loi en rouge, on continue encore un petit peu le temps de savoir ce que nous a dit la loi et comment on le met en œuvre pour la phase d'après. Et puis après, on passe dans la phase suivante. Là, dans ce slide-là, bien sûr, on continue. On peut sauter la présentation. Voilà, celui-là, on peut le sauter. Juste, je vais en finir, ça va être très rapide. Donc, les ouvrages dans lesquels on fait la phase industrielle pilote, c'est le début, là. Et CIGEO à terminaison, c'est beaucoup plus vaste. Donc en fait, on a choisi pour la phase industrielle pilote de construire en fait, les ouvrages qui nous permettent de tester les grandes fonctionnalités. Voilà, pas plus.
Donc, un petit quartier pilote achat pour mettre quelques colis de déchets HA0 et 4 alvéoles MAVL pour commencer à tester les grands modes de stockage des colis MAVL. Voilà. Le coût des ouvrages pour cette phase industrielle pilote, c'est 5,06 milliards d'euros. Donc c'est un peu moins de la moitié de l'ensemble du coût d'investissement. Voilà, je parle du coût d'investissement. Le coût que vous connaissez, que vous avez en tête, c'est 25 milliards d'euros. C'est les investissements plus tous les frais d'exploitation, la fiscalité, le démantèlement. Donc ce sont d'autres coûts. Là, grosso modo, construire ces ouvrages-là, c'est un peu moins de la moitié total de l'investissement. Pour finir. Oui, deux slides. Qu'est-ce que n'est pas la phase industrielle pilote? Je voudrais juste aller très vite. La phase industrielle pilote, ce n'est pas une phase expérimentale. Les expériences, on les fait au laboratoire, on les fait avant. Voilà. On ne fait pas du développement pendant la phase industrielle pilote. On fait juste de la vérification, des tests, de la montée en puissance. Mais en fait, il ne faut pas considérer Cigéo comme un laboratoire bis, parce que si c'est un laboratoire bis d'abord, il faudrait refaire une phase industrielle pilote du vrai Cigéo pour voir, parce qu'il y aurait forcément des différences. Puis en plus, on prendrait une place folle à l'endroit qu'on a bien recherché et bien caractérisé pour faire Cigéo. Donc en fait, on aurait après des problèmes pour développer. Donc on a trouvé ça plus utile d'intégrer cette phase à l'intérieur du développement de la vraie installation. Et j'en ai fini avec cette dernière slide, excusez-moi pour mon retard. Donc nous, on est dans la première phase. Là, on préfigure avec vous et avec les autres modalités de concertation, puis avec notre travail technique, ce qu'on mettra dans le dossier d'autorisation de création. Et puis pendant l'instruction de la DAC, il y aura d'autres phases de concertation qui continueront de préciser et de formaliser ce que sera cette phase industrielle pilote. Et si on est créé, de toute façon, on continuera de concerter pour bien se mettre d'accord tous ensemble sur comment est-ce qu'on construit après les différents dossiers. Et je vous répète, après le débat public sur le PNGMDR, la ministre de la Transition écologique et le président de l'ASN ont pris la décision que ça serait le plan national de gestion qui définirait les objectifs et les critères de réussite de la phase industrielle pilote, donc là, qui se saisiront de notre proposition et qui finalement nous donneront à un moment les objectifs à atteindre à une certaine date. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu long, mais c'était pour faire le point complet sur ce qu'on avait développé. Et en même temps très synthétique. Et pour rappel, la phase d'instruction de la DAC, on parle de plusieurs années. Donc c'est du temps long. On part sur 5 ans à peu près. Merci. Merci beaucoup pour avoir brossé à grands traits comment cette FIPIL est envisagée. Quelles sont la proposition de l'ANDRA sur cette phase industrielle pilote. Alors, je vous passe la parole, Aurélien Louis, pour nous dire, du côté du gouvernement, qu'est-ce que vous attendez de cette phase industrielle pilote? À quoi vous serez particulièrement vigilant pour qu'elle puisse vraiment permettre un démarrage prudent et réversible, et de pouvoir juger d'arrêter ou de continuer ou de transformer. Ça, quel est le rôle du gouvernement? On a compris le rôle très fort de l'ASN pour rendre des avis réguliers, le rôle du Parlement, bien sûr, dans la décision. Quel va être le rôle du gouvernement? Ça, c'était la question principale. Et puis, on a une question subsidiaire qui a été beaucoup posée en session 1, qui est avoir quelques éléments d'éclairage sur le financement. Alors, oui, très bien. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bon, ok. Je vais essayer, du coup, effectivement, de répondre à votre question sans faire de redite avec Pascal, qui expliquait déjà beaucoup de choses, mais effectivement, en essayant de vous apporter finalement la perspective du gouvernement. Alors, peut-être quelques mots déjà pour commencer sur notre rôle par rapport à l'ANDRA, pour que vous situez bien qui fait quoi. Et puis, vous parlez de cet objet qu'a évoqué Pascal en fin de son intervention, donc le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, qui, du coup, dans l'affaire, va aussi avoir un rôle à jouer dans la manière dont la phase industrielle pilote va être réfléchie et va être conçue. Alors, ce qui est du ressort du ministère de la Transition écologique. Enfin, d'ailleurs, je vais peut-être commencer par le ressort de l'ANDRA, puisque vous avez du coup eu un aperçu de la responsabilité de l'ANDRA dans l'intervention de Pascal, et puis donc, vous avez vu les installations de l'ANDRA, etc. L'ANDRA, c'est un établissement public qui est sous tutelle du ministère et qui est concrètement chargé de la déclinaison et de la mise en œuvre opérationnelle des grands objectifs que le ministère va fixer au projet Cigéo et en particulier à cette première phase qui est la phase industrielle pilote.
Alors, quel sera le vecteur finalement pour fixer ces grands objectifs stratégiques? Eh bien, c'est ce document qu'on a appelé le PNGMDR. Donc, je le redis, le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Alors, normalement, à la fin de la séquence, vous serez tous des experts de la chose et vous pourrez dire PNGMDR sans difficulté. Ça prend un peu de temps, mais on y arrive à la fin. Alors, le PNGMDR, c'est un document stratégique qui existe depuis 2006 et qui est mis à jour régulièrement. Qui, depuis le début, a été élaboré en lien avec le public, évidemment, et puis avec les parties prenantes, et qui définit nos grands objectifs en matière de politique de gestion des déchets radioactifs. Alors, pas uniquement ceux qui iront dans CIGEO, mais notamment ceux-ci, et évidemment, comme c'est les plus actifs, avec un focus particulier sur la gestion de ces déchets. Et c'est bien au travers de ce document que le ministère, encore une fois en lien avec toutes les parties prenantes et le public, fixera les grands principes de cette phase industrielle pilote, évidemment dans le respect des objectifs supérieurs qui sont définis dans la loi. Voilà. Donc je pense qu'il faut retenir que le PNGMDR, c'est ce document qui encadrera et fixera les objectifs de la phase industrielle pilote. Alors, le PNGMDR, juste pour indiquer que nous sommes en phase de révision du document aujourd'hui. Nous sommes sur le schéma que je vous affiche à peu près où se trouve la barre grise qui traverse le slide. Vous avez tout en haut la phase administrative d'autorisation du projet CIGEO, sur laquelle je reviendrai ensuite. Vous avez juste en dessous les concertations qui sont menées par l'ANDRA, dont celle dont finalement vous faites partie, qui est la concertation relative à la phase industrielle pilote. Et puis tout en bas, il y a là où on en est du PNGMDR. Nous avons mené depuis quelques mois, depuis au moins 6 mois, nous avons mené une concertation visant à élaborer le PNGMDR, concertation qui s'est clos récemment, et nous sommes maintenant dans une phase de rédaction de ce PNGMDR. Alors, ce PNGMDR, mais je dirais de l'édition à venir du PNGMDR. Le si PNGMDR, jamais vous avez le moyen, excusez-moi Aurélien, c'est le moyen d'agrandir un tout petit peu, c'est vrai qu'on voit assez peu de là où on est, mais sinon c'est pas bien grave. De toute manière, on donnera vos documents avec votre accord, ce schéma aux participants. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de concertations qui gravitent autour de ce sujet, à la fois le PNGMDR de manière beaucoup plus générale, mais aussi sur CIGEO. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui plusieurs modes de recueil de la parole du public sur ces questions, du point de vue du public. Oui, alors c'est très juste, particulièrement en ce moment, je dirais, mais on y reviendra. J'essaie aussi de projeter tout ça dans le temps, parce que Pascal, alors j'ai pas vu ses slides, mais je pense qu'il vous a montré, enfin en tout cas il vous a parlé du déroulé du projet entre maintenant, la phase industrielle pilote et l'après. Et ce qu'on va voir, ce que je vais essayer de vous montrer sur un slide, c'est que finalement sur tout le déroulé de ce projet sur de nombreuses années, il y aura finalement des concertations permanentes, parce que, et notamment par la mise à jour du PNGMDR, sur lesquelles nous consulterons régulièrement, puisque le PNGMDR étant un document valable sur 5 ans, il y aura donc des phases de reconcertation sur ce sujet qui donneront lieu à des mises à jour du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Alors, peut-être je vais passer rapidement juste pour vous dire deux idées importantes. C'est que c'est bien le Code de l'environnement qui a fixé certaines exigences vis-à-vis de CIGEO. La première de ces exigences, c'est un principe finalement directeur de la construction de CIGEO, enfin de la conception de CIGEO, c'est le principe de réversibilité dont on a dû vous parler. Le principe de réversibilité, c'est plusieurs choses. C'est le fait que la construction se fera de manière progressive, c'est le fait que la conception devra faire en sorte que le projet ait une certaine marge d'adaptabilité, c'est-à-dire que si demain il se passe des choses qui font que les déchets ou l'inventaire des déchets doit évoluer, il faut que la conception soit pensée pour pouvoir demain accueillir des déchets qui n'auraient pas été envisagés dès le départ, une certaine dose de flexibilité, puis un point qui est très important, qui est la capacité de récupérer les colis sur une certaine durée. Bon, voilà. Donc ça, c'est une exigence très forte de la loi, et c'est un de nos focus, notamment par rapport à la phase industrielle pilote. Là aussi, Pascal l'a dit, l'un des enjeux de la phase industrielle pilote, ce sera de pouvoir démontrer que la réversibilité est bien assurée au niveau de CIGEO.
C'est la loi aussi qui prévoit la phase industrielle pilote. Et là aussi, comme Pascal l'a dit, c'est un élément assez récent dans la conception du projet CIGEO, puisqu'il est issu du débat de 2013 et ça a été introduit dans la loi en 2016. L'enjeu de la phase industrielle pilote, c'était vraiment de répondre à une certaine préoccupation du public qui était, mais votre machin, c'est très bien, mais comment vous allez me démontrer que ça fonctionne avant qu'on s'engage définitivement dans le projet? Et la réponse qu'on a souhaité apporter, c'est cette phase industrielle pilote qui se réalise, je dirais, en vraie grandeur, c'est-à-dire qui permettra vraiment d'avoir des conclusions fermes sur un certain nombre de points, dont le caractère réversible, dont la démonstration de sûreté, dont la récupération des colis, mais qui est bien une phase préalable pour laquelle l'ANDRA ne sera pas autorisé à la prolonger au-delà jusqu'à l'exploitation. Hein. Il y a bien un jalon à la fin de cette phase industrielle pilote qui est un jalon d'autorisation définitive. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je pense qu'il faut juste bien avoir en tête que ce sont des exigences qui sont très fortes puisque ce sont des exigences qui sont posées dans la loi. Alors, comment ça va se dérouler ce schéma? Alors, peut-être que vous le voyez mal, hein, mais vous l'aurez encore une fois dans votre documentation. On a essayé de poser dans un schéma, il sera dans le PNGMDR, finalement, une certaine vision du déroulé du projet entre maintenant, donc la phase actuelle, la phase de conception, et puis jusqu'à la fin de la phase industrielle pilote. Alors, ça décide déjà de se projeter dans le temps sur une période importante, hein, où on est jusqu'à la décennie 2040. Ce schéma qui aura aussi vocation à être enrichi par les concertations qui vont suivre le PNGMDR, puisque une fois qu'on aura adopté le PNGMDR, on continuera à concerter. Il a vocation à bien marquer les grands jalons qui seront des jalons collectifs, hein, des jalons qu'on partagera avec le public et avec les parties prenantes, qui permettront finalement de passer des étapes supplémentaires dans le projet. Alors, il y a évidemment les jalons réglementaires que vous voyez tout en haut dans la barre projet CIGEO. C'est déjà le décret d'autorisation de création qui sera octroyé quelque part en 2025. S'en suivra la construction et puis le début de la phase industrielle pilote. Il y aura un moment très important dans cette phase industrielle pilote qui est le dossier d'autorisation de mise en service et l'autorisation de mise en service qui marquera la distinction entre le début de la phase industrielle pilote où l'installation sera gérée avec des colis en inactifs et le moment où l'installation commencera à recevoir des colis radioactifs. Et puis, enfin, tout à la fin, et comme Pascal l'a expliqué évidemment, le dépôt du dossier par l'ANDRA, de conclusion finalement de cette phase industrielle pilote, et puis l'adoption, le cas échéant, de la loi qui permettra ensuite à l'installation de passer en fonctionnement permanent ou bien qui mettra fin à l'histoire parce qu'on aura conclu que les grands objectifs prévus pour CIGEO ne peuvent pas être accomplis. Bon. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en dessous, en matière finalement de documents stratégiques ou d'évolution de la stratégie de l'État en matière de gestion des déchets radioactifs, on aura une succession de prochaines éditions du PNGMDR. Encore une fois, le PNGMDR, c'est sur 5 ans. C'est un document qui aujourd'hui, avant d'être élaboré, est concerté sur au moins 2 ans. Et donc, vous verrez que pendant cette période-là, on aura plusieurs éditions du PNGMDR qui permettront d'affiner finalement les grands objectifs et les grands attendus de la phase industrielle pilote. Alors aujourd'hui, on a quelques idées qu'on va inscrire dans le document qui est appelé à sortir maintenant dans quelques mois. Mais évidemment, c'est aujourd'hui des objectifs très macro. Et l'enjeu, c'est qu'on puisse progressivement, en lien avec l'autorité de sûreté, en lien avec toutes les parties prenantes, venir affiner ce qui est réellement attendu de l'ANDRA dans le cadre de cette FIPIL pour pouvoir inscrire cela comme véritables objectifs qui permettront ensuite au Parlement de juger de la possibilité ou non de poursuivre l'exploitation de CIGEO comme solution de gestion définitive des déchets de très haute activité. Voilà, donc c'est une construction progressive et qui se fera, et ça c'est un point important, pas uniquement au niveau des ministères, mais bien en concertation avec les parties prenantes. Merci beaucoup. Il vous reste encore à peu près 5 minutes.
Eh ben, c'est parfait, je pense que je vais y arriver. Voilà, juste un mot, un slide, je ne vais peut-être pas tout détailler parce que ça rejoint là aussi ce qu'a évoqué Pascal sur ce que Landra a réfléchi et met sur la table en termes de grands objectifs de la phase industrielle pilote. Évidemment, tout ça a été réfléchi avec Landra. Mais voilà ce que la prochaine édition du PNGMDR inscrira de manière ferme comme devant être les grands objectifs de la phase industrielle pilote. Alors je dis encore une fois de manière ferme, mais toujours sous réserve de ce processus itératif d'affinage que nous connaîtrons en concertation avec les parties prenantes et le public. Alors, il faudra déjà que la phase industrielle pilote soit une phase d'apprentissage et de test de la gouvernance de CIGEO. L'enjeu, c'était qu'on puisse définir la gouvernance du projet en avance de phase et qu'on puisse voir si elle fonctionne. Est-ce que les parties prenantes sont bien informées? Est-ce que les gens sont satisfaits de la manière dont les décisions se prennent? Est-ce que l'ANDRA elle-même pense que la gouvernance est suffisamment efficace pour l'orienter dans ses décisions quant au déploiement du projet? Il faudra que cette FIPIL confirme toutes les données nécessaires pour la démonstration définitive de sûreté. Il faudra que cette FIPIL permette à l'ANDRA d'approfondir les pistes d'optimisation technico-économique parce que le coût, l'évaluation des coûts de CIGEO sur le long terme des 25 milliards dont je parlerai rapidement à la fin intègre un certain nombre de pistes d'optimisation technico-économique. Donc il faudra vérifier la faisabilité pendant la phase industrielle pilote. Il faudra évidemment éprouver le fonctionnement de l'installation. Il faudra tester concrètement la réversibilité, j'en ai déjà parlé. Il faudra aussi, point important, et plus spécifiquement, même si c'est une composante de réversibilité, être capable de tester en grandeur réelle la capacité de récupérabilité des colis. Voilà, les quelques slides qui suivent ne font que détailler ce que je viens de dire. Et je voudrais peut-être juste conclure par la question des coûts, puisque c'est un sujet, une question qui avait été posée. Peut-être déjà pour vous dire que le ministère a une responsabilité particulière dans l'évaluation des coûts, enfin le ministère et l'ANDRA ont une responsabilité particulière dans l'évaluation des coûts de CIGEO. Alors l'ANDRA, c'est à peu près évident, puisque l'ANDRA étant porteur du projet et maître d'ouvrage de CIGEO, c'est en premier lieu à elle de proposer une évaluation des coûts du projet. Mais compte tenu de son importance, le législateur a jugé utile qu'il y ait une procédure contradictoire qui associe les producteurs de déchets, qui associe l'ASN et qui, in fine, conduise à ce que le ministère chargé de l'énergie, donc nous, arrête une évaluation définitive de ces coûts et la rende publique. Alors, en 2016, on a fait un premier exercice de ce type et on avait du coup à l'époque estimé sur la base des éléments transmis par l'ANDRA et discuter avec les producteurs, avec l'ASN. Donc l'estimation des coûts du projet CIGEO à 25 milliards d'euros pour la période 2016-2156, aux conditions économiques de décembre 2011. Alors avec beaucoup de prudence, parce que vous vous rendez bien compte que sur une période aussi longue, c'est dur de faire des estimations économiques. Et puis là, on parle en plus de coûts complets qui ne sont pas actualisés. Donc ça fait un gros chiffre, mais il faut évidemment avoir un peu d'éléments d'appréciation derrière ça pour pouvoir être capable d'en dire des choses. Déjà, premier point qu'il faut en dire, puisque ça fait partie, je crois, des questions que vous vous posiez, c'est que ce n'est pas un chiffre, au regard de la durée centennale de son estimation, qui est si important que ça. Si vous faites une estimation similaire pour, par exemple, une ligne TGV, sur une même période, vous obtenez une estimation à peu près similaire, parce que ce qu'il faut voir, c'est que dans les 25 milliards, il y a beaucoup de coûts d'exploitation, il y a beaucoup de coûts de jouvence, il y a beaucoup de coûts de maintenance, et l'investissement initial n'est qu'une partie de ces 25 milliards. Du reste, l'investissement initial de CIGEO, c'est quelque chose de l'ordre de 5 à 7 milliards, et c'est une somme qui est non négligeable, mais qui est finalement, pour donner là aussi une comparaison, de l'ordre du coût d'un réacteur nucléaire. Voilà, dernier point important à dire sur les coûts de CIGEO, c'est que de la même manière qu'on va itérer sur les grands objectifs de la phase industrielle pilote, on va itérer sur les coûts de CIGEO. Donc cette estimation de 2016, ce n'est pas l'estimation définitive. On a bien dit qu'on la réviserait périodiquement et aux jalons clés du projet. Donc il y aura une nouvelle estimation de ces coûts qui sera arrêtée post-dépôt de la DAC sur la base de nouveaux éléments.
qui auront été déposées par l'ANDRA, parce que depuis 2016, l'ANDRA a travaillé sur un certain nombre de pistes. Les coûts se sont affinés, et donc on sera en mesure de pouvoir préciser un peu l'estimation que nous avions rendue publique en 2016. Voilà, et ceci conclura ma présentation. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vais passer la parole à Benoît Jacquet. Donc, vous êtes secrétaire général, je rectifie, du comité local d'information et de suivi de Bure. Mais en fait, si on dit le nom en entier, c'est du laboratoire souterrain. Et donc, déjà, le passage en phase industrielle pilote va sans doute un peu modifier le rôle du CLIS, qui a été créé en 1999. Un mot, bien sûr, sur comment fonctionne le CLIS, qui est une instance qui réunit plus de 90 membres. Donc, il y a qui réunit de nombreux acteurs locaux, donc c'est important qu'on comprenne aussi ça. On va rencontrer demain d'autres membres du CLIS, on a déjà annoncé aux citoyens. Et puis finalement, cette perspective de phase industrielle pilote, quelle première réflexion ça évoque, ça provoque comme débat au sein du CLIS, et quels sont un peu les points de préoccupation, de vigilance que vous avez pour le moment? Je vous en prie. Merci. Oui, le CLIS, il a été créé en fait par la loi de 1991, qui est à l'origine de tous les travaux que fait l'ANDRA, ici, dans la Meuse et dans la Haute-Marne. Il est prévu dans cette loi que partout où il y a un laboratoire souterrain, il doit y avoir un comité local d'information et de suivi. Bon. Vous savez maintenant qu'il n'y a qu'un seul laboratoire souterrain en France, donc il n'y a forcément qu'un CLIS. C'est pour vous dire aussi que la loi prévoyait à l'origine plusieurs laboratoires pour avoir des éléments de comparaison entre des roches différentes. Je le rappelle comme ça, je ne sais pas si on vous en a parlé, mais ce n'est pas négligeable quand même. En termes d'historique. D'accord, très bien. Donc il y a eu la loi de 91, il y a eu 15 ans après la loi de 2006, je pense qu'on vous a parlé de tout ça, qui a légèrement modifié le statut du CLIS, on va dire, parce que depuis 2006, on a pu se transformer en association. Donc aujourd'hui, le CLIS, c'est une association donc, qui est prévue par la loi. C'est un peu particulier parce que du coup, par exemple, le président du CLIS n'est pas désigné par les membres eux-mêmes ou par les membres du conseil d'administration, mais par les présidents des conseils départementaux de la Meuse et de la Haute-Marne. Donc vous voyez, on sort un peu du cadre classique des associations. Les membres, par exemple, dont je vais parler par la suite, il ne suffit pas d'arriver comme ça et de sonner à la porte en disant je voudrais être membre du CLIS. Il faut faire partie de certaines catégories qui sont fixées par décret et pour lesquels il y a des fourchettes. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, pour les syndicats agricoles, il peut y avoir 3 à 6 représentants de syndicats agricoles. Donc vous voyez, c'est pas du tout ouvert comme association. Et en revanche, ce sont toujours des personnes physiques. Et les membres, alors c'est encore une autre particularité, sont désignés nominativement par un arrêté préfectoral pris par le préfet de la Meuse, qui est le préfet coordonnateur du projet. Bon, j'arrête là pour les originalités statutaires. La composition, alors non, peut-être rapidement le budget du CLIS parce que c'est assez important. Là aussi, c'est pas une association tout à fait comme les autres pour ça, puisqu'on reçoit tous les ans une somme globale de 300 000 € qui est versée à parité par l'État, qui fixe sa participation. Donc aujourd'hui, c'est 151 000, ça dépend des années. Et les 3 producteurs de déchets que sont Orano, EDF et le commissariat à l'énergie atomique se partagent en 3 ce chiffre de 150 000 €. Donc on a en tout 300 000. Mais ils ne peuvent pas discuter du montant, ils versent ce qu'on leur a dit de verser. Et puis après, une fois que c'est dans le budget du CLIS, ils n'ont pas droit de regard sur l'utilisation qu'on en fait. Simplement, on leur envoie a posteriori l'arrêté des comptes de l'année précédente. Donc j'en viens à cette composition qui effectivement est assez originale, oui et non, parce qu'auprès de toutes les centrales nucléaires, enfin auprès de toutes les installations nucléaires de base, il y a des commissions locales d'information. Alors c'est similaire, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que le CLIS existe auprès d'un projet, et non pas d'une installation déjà implantée. C'est pour ça aussi que peut-être les débats sont parfois un peu plus houleux. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette composition, c'est de voir qu'on a tout l'éventail des points de vue qui peuvent s'exprimer sur le projet de stockage. Donc vous l'avez dit, le CLIS, au départ, c'est le CLIS du laboratoire de Bure. Mais avant même qu'on parle de phase pilote, c'est devenu en fait le CLIS qui s'intéresse au projet de stockage. Donc le laboratoire, je ne dis pas que c'est dépassé, puisqu'il est toujours là, il sera là jusqu'en 2030. Mais c'est vrai que ce n'est plus forcément sur ces activités-là qu'on se focalise. Mais c'est plus effectivement sur le projet de stockage. Donc la composition, il y a 90 membres à peu de choses près. Il y a des représentants de l'État, les préfets des 2 départements, Meuse-Haute-Marne,
un représentant le directeur de la DREAL Grand Est et le directeur de l'Agence régionale de santé Grand Est. On a ensuite des représentants des élus de tous les niveaux. On a des représentants du Parlement, deux députés et 2 sénateurs, des représentants de la région Grand Est, enfin non, un seul en fait, des représentants des 2 départements, Meuse-Haute-Marne, et là, le gros de la troupe, c'est des représentants des communes qui sont dans un certain périmètre autour du laboratoire. Ça représente 18 communes en Haute-Marne et 26 ou 27 en Meuse. Je ne suis pas sûr, il y en a une qui a fusionné, enfin il y en a 2 qui ont fusionné, donc il faudrait que je vérifie. Mais enfin voilà, ça c'est en fait parce que la majorité des membres doivent être des élus, quoi qu'il arrive. Ensuite, on a des représentants, donc j'en ai parlé, des syndicats agricoles, des représentants des syndicats de salariés, ce sont les syndicats représentatifs au niveau national, des représentants des professions médicales et des organisations professionnelles, patronales, artisanat, etc. Et puis, on a des représentants d'associations qu'on a appelées environnementales. Parce que le gouvernement, dans son projet de décret de 99, donc celui qui est à l'origine du CLIS, voulait mettre associations agréées pour la protection de l'environnement. Et on leur a dit, ah bah, si vous faites ça, on ne pourra pas prendre toutes les associations d'opposants qui se sont créées contre le projet. Alors du coup, ils ont rédigé le décret de manière un peu plus ouverte. Et on a, du coup, dans ces associations, il y en a 8, 7, on a les associations qui se sont créées historiquement contre le projet, dès le début. C'est-à-dire en 1994, en fait, quand Landra est arrivé dans les 2 départements. Et ils sont toujours là. Parfois, ils avaient refusé de siéger pendant un certain temps en raison de la personnalité du président, mais ils sont revenus. Et donc, au sein du CLIS, on continue à échanger, enfin, toutes les personnes, quelle que soit leur opinion, continuent à échanger sans que ça tourne mal, hein, je vous rassure. Mais bon, évidemment, parfois, c'est un peu chaud, c'est normal, hein, le sujet s'y prête bien quand même. Alors, c'est chaud sur quoi? Sur la FIPIL? Parce que là, attendez, vous nous donnez envie de savoir. La FIPIL, c'est pas forcément... Enfin, j'y arrive. Non, simplement, je termine en disant que l'autorité de sûreté nucléaire et l'ANDRAS sont membres également, mais à titre consultatif. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas part au vote. Ils peuvent assister aux réunions et intervenir si on leur demande. Et sinon, donc... très rapidement. Hein. Les missions du CLIS, son nom l'indique un peu, hein, c'est le suivi des recherches qui sont menées en vue du projet de stockage, l'information du grand public sur ces recherches, sur les résultats obtenus, sur les concepts développés par l'ANDRA, etc. Et puis, il y a un autre aspect qui n'est pas dans le nom, c'est en fait l'organisation du débat autour du projet. Et donc cette composition permet justement d'avoir ce débat contradictoire sur cette question-là. D'autant qu'on peut faire appel, nous aussi, à des experts non institutionnels, comme on dit, qui peuvent avoir un avis, Dieu merci, différent. Sinon, ce ne serait pas très amusant. Et donc, les activités qu'on a découlent de ces missions, c'est-à-dire qu'on a évidemment la possibilité déjà de former les membres du CLIS, parce qu'imaginez bien que les gens qui sont membres du CLIS n'y connaissent rien ou presque au nucléaire. Ils n'y connaissent rien en géologie, en hydrogéologie, en géomécanique, en modélisation mathématique, en physique nucléaire, enfin tous les sujets qui sont traités ici finalement. Donc on essaye là aussi d'avoir un petit programme de formation, et comme les membres changent régulièrement, il faut toujours remettre tout ça en œuvre. Et puis des visites de sites en France ou à l'étranger, où existent d'autres projets de stockage ou des laboratoires souterrains. Mais ça, c'est à destination des membres du CLIS. Et puis, on a des travaux en commission. On a créé plusieurs commissions thématiques. Une sur la récupérabilité et la réversibilité, une autre sur la sûreté et les risques, une autre sur la santé et l'environnement, encore une sur l'aménagement du territoire, on ne sait plus trop comment l'appeler celle-là, et puis une dernière qui s'occupe de la communication, des moyens de communication et du contenu de la communication du CLIS. Et puis, bon, on a des activités d'association, on a une assemblée générale, sauf qu'elle est ouverte au public, elle est ouverte à la presse, on y fait intervenir souvent des experts dans les domaines qu'on aura choisis. On a un conseil d'administration qui regroupe 24 membres représentatifs des différentes catégories, qui lui se réunit plus souvent évidemment, mais c'est des réunions en revanche qui ne sont pas ouvertes au public. Et puis, on essaye aussi d'organiser des réunions dans les communes qui sont dans ce périmètre-là, pour aller rencontrer directement les habitants, pour échanger avec eux, pour savoir quels sont leurs questionnements sur le projet, leurs préoccupations, leurs inquiétudes, etc. Donc ça, c'est quelque chose, bon là, évidemment, on ne l'a pas fait depuis un certain temps, mais c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que dans la Meuse, dans la Haute-Marne, on ne peut pas dire que les gens soient forcément très ouverts, très causants.
Et par exemple, assister à une réunion publique, c'est parfois compliqué. Prendre la parole, alors là, c'est quasiment impossible. Surtout quand en face de vous, vous avez des experts qui ont un langage scientifique que personne, enfin, que eux ne maîtrisent pas, et moi non plus, hein, d'ailleurs. Donc c'est vrai que ces échanges en direct avec les habitants, je crois que c'est quelque chose qui, c'est la façon la plus efficace finalement de savoir exactement quelles sont les préoccupations et les questions que nous ensuite on pourra poser, que ce soit à l'ANDRA, à l'autorité de sûreté, au ministère, enfin bref, c'est très important qu'il y ait cet échange. Mais c'est très local du coup, parce que ça a été dit, j'imagine, le projet il est local, mais il règle un problème national. Donc il faut voir que l'information, elle doit être locale évidemment, puisque le projet s'installe ici et on essaye de s'y atteler, mais elle doit aussi être nationale, c'est-à-dire que, et au-delà même en fait. Tout le monde est concerné par cette question de la gestion des déchets. Sinon, on a les moyens d'information classiques. On a une lettre d'information. Là, j'en ai amené quelques exemplaires que je vous laisserai. On a un site internet, évidemment. On a un flash info par mailing. On a une page Facebook. Enfin, je ne sais même pas moi-même. Je ne maîtrise pas trop, mais bon, on a tout ça. Voilà. Et puis, derrière, on a... cette obligation cette mission d'organiser le débat. Donc on essaye régulièrement d'inviter des experts avec des points de vue différents sur des sujets très précis. On a fait un débat une fois avec un représentant de l'ANDRA et un expert, un scientifique, on va dire, local, qui avait émis pas mal de critiques sur les documents de l'ANDRA. Ça concernait la sûreté. Et on avait fait une réunion à Bure, dans la salle des fêtes de Bure, où il y avait 250 personnes, je crois, ou même 300. Je crois que les pompiers nous avaient dit d'arrêter de faire rentrer. Il vous reste 5 minutes. Oui, qui était transmise en direct sur Internet, avec 700 internautes branchés qui pouvaient poser des questions. Enfin, ça, c'est vraiment typiquement ce que doit faire le CLIS, quoi, pour informer le plus largement possible. Parce que finalement, sa mission finale, si je peux dire, c'est de mettre à disposition du public, du grand public, toutes les informations dont il dispose, d'où qu'elles viennent. Que ce soit de l'ANDRA, que ce soit des autorités nationales, que ce soit d'experts indépendants, non institutionnels, d'opposants, enfin bref, pour que chacun puisse se faire sa propre idée sur le projet. Ce qui n'est pas facile, c'est sûr. Alors, j'en arrive à cette phase industrielle pilote. D'abord pour vous dire que ma présence ici a été discutée, et la présence d'ailleurs demain de membres, moi je ne suis pas membre du CLIS, moi je suis salarié, la présence demain de membres du CLIS a été discutée lors d'un CA fin mai, parce que ce n'était pas évident qu'on soit là. Pourquoi? D'abord parce que certains au CLIS estiment que la concertation, un peu échaudée par des concertations passées, il faut bien le dire, estiment que toute concertation sur ce projet aujourd'hui est inutile, qu'ils ne sont pas entendus, que de toute manière, tout est décidé, donc ils n'ont pas envie de perdre du temps. Voilà. Ça, c'est un point de vue, un argument. Pour d'autres, c'est le fait que l'ANDRA soit à l'origine de cette concertation. Ils pensent que c'est sans doute pas l'ANDRA qui est le mieux placé pour le faire. Je pense que le CLIS, dans un avenir proche, proposera, alors on verra ça dans quel cadre exactement, mais avec des partenaires, d'organiser, alors on n'appellera peut-être pas ça concertation, mais un large débat, mais ça sera plutôt au niveau national, sur cette fameuse phase industrielle pilote, pour savoir ce que ça doit être, ce que ça doit contenir. Et là, je vais arriver donc au sujet vraiment plus précis. Finalement, je suis là quand même, mais... parce qu'on a estimé qu'il valait malgré tout mieux être présent pour que vous ayez éventuellement un autre son de cloche que celui que vous risquez d'avoir si nous ne sommes pas là. Et si les opposants refusent par ailleurs d'intervenir et de discuter avec vous. La phase pilote, donc l'origine a été rappelée. Finalement, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été décidée dès le départ? Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas dit dès le départ, un stockage souterrain, c'est quand même pas rien, autant envisager tout de suite d'avoir une période de test in situ, là où, alors il y a le laboratoire, c'est une première chose, effectivement, mais bon, je ne vais pas revenir sur l'historique, j'aurai pas le temps, mais bon. Mais la phase pilote, ça paraît tellement évident aujourd'hui qu'on se demande pourquoi ça n'a pas été décidé dès le départ. Bon, je ne reviens pas là-dessus, puisque maintenant, elle est décidée. Dire qu'elle vient du débat public, c'est pas faux. Et en même temps, on ne peut pas dire qu'on en ait beaucoup parlé dans ce débat public de 2013, parce que je ne sais pas si vous avez eu des échos, mais il n'y a pas eu de réunion à proprement parler, il n'y a pas eu de réunion physique. Les réunions ont été empêchées, bon, peu importe.
Et c'est venu en fait de certains cahiers d'acteurs et puis d'un panel de citoyens qui avait été mis en place par la commission du débat public pour pallier ce manque de réunions justement. En même temps, il ne vient pas que de là parce que en Suisse, par exemple, il prévoit dans le projet suisse de stockage, il prévoit bel et bien l'existence d'un prototype, là où il ferait le stockage, avec un volume réduit de déchets, pour voir comment ça se passe, mais sur une période assez longue, avant de décider du stockage. Donc, et ça, c'était avant le débat public 2013. Je crois qu'on en avait parlé nous-mêmes. Enfin, ce qui est important pour le CLIS, à partir du moment où on accepte qu'il y ait une phase pilote, puisque pour les opposants, évidemment, si on dit phase pilote, on dit... bon, on a autorisé le projet, en gros, surtout vu le coût qu'on nous annonce. Mais bon, si on estime qu'il faut une phase pilote, il faut que ce soit clairement une phase autonome et pas un démarrage de stockage. Alors ça a été repris, ça a été dit plus précisément là aujourd'hui que ça ne l'avait été par le passé. Il faut bien voir, il y a un début et puis il y a une fin. Et cette fin, il doit y avoir une évaluation. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, donc il faut vraiment parce que la loi finalement, elle fixe le principe, ok, et puis elle fixe des objectifs, mais elle dit pas vraiment ce que ça. Mais c'est normal d'ailleurs, c'est sans doute pas le rôle de la loi. Mais du coup, il faut qu'à un moment donné, on s'attache à dire clairement ce qu'on attend de cette phase pilote et quel sera le suivi qui sera mis en place tout au long de la phase pilote, quelle que soit sa durée. La durée a peu d'importance finalement, même si parfois il est bon de mettre un terme parce que ça oblige les gens à accélérer un peu. Mais en même temps, il faut se donner le temps, quoi. Il ne faut surtout pas se précipiter. Sur ce sujet-là, c'est impossible d'imaginer ça. Donc, se dire qu'il y a un début, qu'il y a un suivi régulier et par des organismes non institutionnels, quoi. Le CLIS n'existera peut-être plus d'ici là, mais son successeur, par exemple, pourrait avoir ce rôle-là, avec des experts, évidemment. Et puis, il y a une fin, il y a une remise d'un rapport, et il y a une évaluation par des organismes type Autorité de sûreté nucléaire avec son appui technique, comme on dit, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, et puis d'autres organismes qu'il faudrait mettre dans la boucle. Mais ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir, et c'est pour ça qu'on souhaite organiser prochainement un vaste débat sur ce sujet. Parce que sur le contenu lui-même, bon, j'ai pas grand-chose à ajouter parce que je trouve que ça a été assez précis. Il faut voir qu'il y a des choses importantes à vérifier. C'est confirmer les données qui ont été observées dans le laboratoire. Vous avez vu des plans, j'imagine. Donc le laboratoire, il est entre Bure et Saudron. Le projet de stockage, il est au-dessus de Mende, en Barrois. Donc il y a 5 km, un peu de choses près. Donc il faut être bien sûr que ce qu'on observe à Mende, sur le site envisagé pour le stockage, est bien ce qu'on a observé à Bure qui a servi, toutes les données qui ont servi pour les modélisations et qui permettent ensuite de faire les analyses de sûreté. Il faut être bien sûr que ça correspond et qu'on n'a pas ne serait-ce qu'une petite variation, qui au début est comme ça, puis à la fin est comme ça. Bon, voilà, ça c'est à mon avis quelque chose. Il faudra aussi se pencher sur le programme de recherche de cette phase. Et en revanche, quand je lis qu'on va vérifier le caractère réversible du stockage, ça, j'y crois pas une seconde. J'ai un peu de temps là ? Eh bien, alors là-dessus, au CLIS, on ne parle plus de réversibilité. On estime que c'est un concept un peu galvaudé qui ne veut plus rien dire parce qu'on a mis tellement de choses sous ce terme que finalement plus personne ne s'y retrouve. Et on ne parle plus que de récupérabilité. Donc, à la limite, la récupérabilité, ok, ça peut être testé, ça doit être testé. Mais il ne faut pas dire qu'on va vérifier le caractère réversible du stockage. Ça nous paraît un peu aberrant. Et puis, sur les coûts, juste un tout petit point sur les coûts. C'est juste une précision, parce que je crois que ça n'a pas été dit. Le chiffre de 25 milliards, il sort un peu du chapeau, si je puis me permettre, hein, monsieur Louis. Il nous écoute. Simplement, l'ANDRA avait fixé un chiffre à plus de 30 milliards, qui nous paraissait finalement assez... pas raisonnable, mais en tout cas, pourquoi pas, ça pouvait être ça. On n'a pas trop les éléments pour s'en rendre compte. Mais pourquoi 25 milliards ? Parce qu'en fait, ce chiffrage détermine les provisions que les producteurs de déchets doivent verser pour financer
le projet de stockage et peut-être même le démantèlement. Voilà. Donc, 25 milliards, c'est purement financier, oui, à mon sens. Mais bon, je peux me tromper, peut-être que M. Louis aura une autre idée. Et bon, voilà, j'en termine là simplement. La phase pilote, c'est pas un petit truc comme ça pour amuser la galerie. La galerie, tiens, c'est le cas de le dire. Mais à la fin de cette phase, effectivement, on peut dire, OK, tout va bien, on peut continuer, on passe à l'exploitation. On peut dire aussi, on n'a pas tout démontré, il reste des choses à faire, ou alors il y a des concepts à modifier, il faut se redonner du temps. Et ça peut être aussi, votre truc ne marche pas, on arrête tout. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Je vais vous demander aux tables de prendre 5 minutes pour échanger entre vous, et histoire que ça puisse être des questions collectives et pas simplement des questions individuelles, de prendre donc 5 minutes pour identifier les 2 questions principales que vous avez envie, à chaque table, de poser à nos intervenants. S'il y a plus de questions, il n'y a pas de souci, mais on prendra d'abord 2 questions par table. Et pendant ce temps-là, on vous laisse, Aurélien, 5 minutes de pause, et puis 5 minutes de pause aussi à nos intervenants ici. Alors, est-ce que vous voulez bien commencer à votre table pour nous poser les 2 questions? Ah, donc 1 minute, mais vraiment parce qu'en fait, on ne pourra pas dépasser 18 heures pour cette séquence, malgré le retard qu'on a pris. Donc 1 minute pour choisir les 2 questions. Vous avez choisi vos 2 questions? Alors, on vous laisse. Est-ce qu'il y a une table qui a choisi ces 2 questions? Oui. Ah, donc on a une table ici qui a choisi ces 2 questions. Alors, on va les noter. De toute façon, les intervenants ne sont pas encore là, donc on va les noter en attendant. Alors, attends. La première. Mais... Non, mais vas-y. Une question pour Aurélien Louis sur, au niveau international, sur les différents pays nucléarisés, européens et plus. Est-ce qu'il y a des accords, des directions communes, ou est-ce que chacun fait un peu cavalier seul avec ses choix? Je réponds maintenant ou vous prenez toutes les questions? Comment ça se passe? On va les redire pour l'instant, les notes. Et la deuxième question? Oui, et là, c'est une question pour Monsieur Jacquet, qui nous a parlé, donc, il nous a dit que le CLIS envisageait d'organiser un vaste débat national, et donc on s'interrogeait sur ce que le CLIS attendrait d'un tel débat. Un grand merci à cette table. Pour Aurélien, je vous dis juste, on recueille les questions de toutes les tables, et après on les vous pouvez les noter, mais on vous les resynthétisera. Est-ce que vous êtes mis d'accord sur 2 questions? Oui, on en a pris 2 sur 4. Alors, il y a une question pour Pascal. Donc, dans les 8 thèmes que vous avez cités pour la FIPIL, vous n'avez pas parlé de la mémoire. Pourquoi? Et la deuxième question, c'est pour Monsieur Jacquet. Donc, pourquoi le CLIS ne croit-il plus à la réversibilité? Et qu'en pense l'ANDRA, s'il y a le temps? Merci beaucoup. Est-ce qu'à votre table, vous êtes mis d'accord sur 2 questions? Pardon. Oui, donc la première question, donc c'est par rapport au CLIS, notamment sur la partie, sur votre position sur les solutions alternatives à l'enfouissement. Est-ce que c'est une thématique sur laquelle vous planchez? Et la deuxième question, donc c'est à Pascal, donc sur les coûts de la FIPIL. Donc, si j'ai bien entendu, donc le coût est estimé de 5,06 milliards pour la partie investissement. Et donc, ça représentait 50% d'investissement global. Ce qui veut dire que derrière, l'extension sur Civio sur l'ensemble du site représente à peu près la même... D'accord. Et aussi, voilà, c'était une confirmation. Et savoir aussi, parce que tu as parlé de coût de jouvence, ça représente quoi? Enfin, qu'est-ce que c'est que le... Moi non plus, je ne sais pas ce que
Voilà. Merci beaucoup. Alors, à cette table, vous êtes mis d'accord sur vos 2 questions? Super. Et donc, Cynthia, si tu veux bien nous les lire. On laisse nos intervenants se préparer à répondre aux questions qui les concernent. Alors, on aimerait bien que Monsieur le Duclis, excusez-moi, j'ai pas retenu, Monsieur Jacquet, vous nous reprécisiez la position du CLIS en quelques mots. Est-ce que le CLIS est favorable à la FIPIL? Voilà, c'était notre première question. Pratiquement une question oui/non. Deuxièmement, c'était sur la différence entre l'ANDRA et le DGEC. L'ANDRA nous dit et écrit que le CIGEO est dimensionné pour l'état actuel de la filière nucléaire. Or, la DGEC nous dit non, il faut un projet adaptable, donc en fonction d'une évolution de la politique énergétique française, ce qui est... Vous n'avez pas entendu la même chose, donc vous avez besoin de clarification sur la distinction. Merci beaucoup. Alors, peut-être de manière complètement aléatoire, mais pour Aurélien qui ne nous voit pas beaucoup et du coup qui entend, Aurélien Louis, peut-être les questions qui concernent la DGEC. Donc il y avait une question sur la politique en fait entre les différents pays sur le nucléaire. Est-ce qu'il y a des directions communes, une harmonisation, des concertations? Il y a une question, la dernière, sur cette vision du dimensionnement et de l'adaptabilité de ce dimensionnement. Et puis, je crois que c'était principalement ces questions-là qui vous étaient adressées. Mais la question, alors sur la question des concertations internationales et de la manière dont on travaille avec nos homologues d'autres pays. Donc, il faut savoir que c'est un sujet qui fait l'objet de beaucoup de discussions. C'est évidemment la question du stockage des déchets radioactifs, en partie ces déchets-là, fait partie des questions les plus sensibles, évidemment, et des questions clés pour des enjeux de durabilité du nucléaire. Et donc, c'est évidemment une des questions qui fait partie des questions les plus abordées à un niveau international. Alors, il y a plusieurs instances internationales où on discute de ce genre de sujet. Il y a déjà l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est l'AIEA, qui se situe à Vienne, qui développe beaucoup de concertations internationales en matière de sûreté, donc en particulier sur ces questions de stockage géologique. Il y a l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE, qui est une autre instance qui fait beaucoup de concertations en matière de nucléaire. Et vous avez aussi au niveau européen ce qu'on appelle la communauté Euratom, qui est finalement l'action de l'Union européenne en matière de nucléaire. Voilà. Et ceci, là je ne traite que des concertations finalement entre États, qui a pu donner lieu par le passé, qui continue de donner lieu à un certain nombre de documents directeurs, mais il faut ajouter à ça aussi des liens que peuvent avoir l'ANDRA avec ses homologues à l'étranger, qui portent sur des sujets plus techniques, sur les liens de telle ou telle solution technique, etc. Voilà, donc il y a énormément de choses qui sont faites au niveau international. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est d'une part le fait qu'il y a un vrai consensus scientifique et technique international sur le fait que la solution à disposition aujourd'hui en matière de gestion de ces déchets radioactifs, pour le dire autrement, la solution de référence, c'est bien le stockage géologique profond. Ça n'exclut pas la possibilité de continuer des recherches pour identifier d'autres solutions, des alternatives au stockage géologique profond, mais aujourd'hui, on considère que le stockage géologique, c'est une solution accessible. Et c'est en réalité aujourd'hui la seule accessible à date. Et encore une fois, sans préjudice du fait qu'on puisse continuer à faire des recherches par ailleurs. Voilà, et c'est un consensus qui s'est exprimé notamment dans des textes européens, puisque la directive de 2011 sur la gestion responsable des déchets radioactifs, donc la directive européenne, reconnaît le stockage géologique comme une solution de référence. Voilà. Et après, alors les pays sont à divers niveaux d'avancement. La France, évidemment, fait partie des pays qui est le plus avancé en matière de stockage géologique, avec la Suède et avec la Finlande. Et ensuite, dernier point peut-être en matière de concertation, c'est vrai qu'il y a des groupes de pays en fonction de
de la roche qui est utilisée comme substrat futur d'accueil de ces déchets radioactifs. Donc en France, comme vous le savez très bien maintenant, on va les stocker dans l'argile, mais d'autres pays comptent les stocker dans du granit, par exemple, et donc c'est sûr qu'ensuite il y a des approches qui sont différentes et techniquement, du coup, des convergences qui se font en fonction de la technique. Voilà ce que je pouvais dire sur l'aspect international. Et sur la question de l'adaptabilité et du dimensionnement. Oui, alors juste dire, non, mais ça c'est toutes les questions sont très bonnes, mais celle-là en particulier, vous faites bien de la poser parce que en fait, il n'y a pas du tout de contradiction entre ce qu'a dit Landra et ce que j'ai dit, et donc je vous confirme que Cigéo est destiné à recevoir les déchets produits par les installations du parc actuel et uniquement celles-ci. Quand on parle d'adaptabilité, c'est lié au fait que les installations en question pourraient produire des déchets différents ou des déchets de nature différente que ceux qui sont attendus dans Cigéo. Je vais prendre un exemple très opérationnel. Si demain nous devions arrêter la politique de retraitement du combustible, il y aurait à stocker dans Cigéo un certain nombre de combustibles usagés parce que ceux-ci ne pourront pas être retraités dans l'usine de La Hague. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qu'on compte mettre dans Cigéo, c'est essentiellement les produits du retraitement des combustibles à La Hague, donc c'est ce qu'on appelle les CSDV, donc les conteneurs de verre et les CSDC, les conteneurs compactés. Mais voilà, si demain on arrêtait La Hague, c'est une décision de politique énergétique qui est possible, on se retrouvera avec des combustibles usés non traités, qui sont des déchets de haute activité, qu'il faudra bien stocker dans Cigéo. Et donc l'adaptabilité, en fait, elle concerne cela. Notamment, il y a aussi, par exemple, les déchets qu'on compte aujourd'hui stocker dans d'autres installations que Cigéo, par exemple une installation de subsurface pour des déchets de faible activité, Vilongue. Si jamais on n'arrive pas à faire cette installation, dans ce cas-là, il faudra les mettre dans Cigéo. Mais dans tous les cas, ce ne sera que des déchets produits par les installations du parc actuel. C'est plutôt la question de leur forme ou la question de déchets qui étaient prévus pour être stockés ailleurs dans Cigéo, qui doivent se retrouver dans Cigéo parce que les installations les autres installations ne sont pas mises en œuvre. Alors, pour gérer cela, on a finalement deux concepts qui sont l'inventaire de référence. L'inventaire de référence, c'est ce dont on est sûr aujourd'hui que ça va rentrer dans Cigéo. Ce sont les CSDC, les CSDV, dont je parle essentiellement pour l'essentiel, dont je parlais précédemment. Et puis, on a un autre outil qui est l'inventaire de réserve. L'inventaire de réserve, c'est l'identification de tous les déchets qui pourraient se retrouver susceptibles de rentrer dans Cigéo si jamais on prenait telle ou telle décision de politique énergétique ou politique en matière de gestion. Mais en tout état de cause, je vous confirme encore une fois, je le répète, que Cigéo est bien conçu pour ne recevoir que des déchets du parc actuel et en aucun cas, aujourd'hui, on prévoit de mettre dans Cigéo des déchets d'installations futures, d'éventuelles installations futures que nous pourrions mettre en service dans les années à venir éventuellement. Voilà. Merci pour cette précision et du coup... Pascal, si tu veux rebondir sur la question d'adaptabilité et les autres questions qui sont posées, puis on finira par M. Jacquet qui a plein de questions qui lui sont posées. Donc sur la question d'adaptabilité, si une réaction, ou sinon il y a des questions qui sont posées sur la question de la mémoire. Pourquoi le thème de la mémoire n'est pas cité comme étant finalement des items à investiguer et à renseigner pendant la phase industrielle pilote. Et puis la question du coût de jouvence, qu'est-ce que ça veut dire, et les coûts en général. Alors, je vais répondre... Je vais répondre à toutes, mais je vais commencer par le coût de jouvence pour dire que je ne vais pas donner le coût de jouvence parce que je ne le connais pas. Donc je ferai appel à un ami, je ferai comme chez Jean-Pierre Foucault pour savoir les coûts de jouvence, je ne les connais pas. Par contre, je vais expliquer ce que c'est que la jouvence. En fait, dans les installations nucléaires, c'est une pratique qu'en fait, au bout d'une quarantaine, cinquantaine d'années, il y a une remise à plat complète de l'analyse de la structure des bâtiments. Et en fait, on engage des coûts de jouvence. C'est ce qu'on appelle la jouvence. En fait, c'est une remise à niveau. Parfois, les normes constructives ont évolué. Parfois, une évaluation de l'aléa sismique a pu changer. Et en fait, on remet à niveau complètement, surtout le génie civil. C'est ce qu'on appelle les coûts de jouvence. C'est des opérations importantes qui sont faites. Voilà. Donc, pour le coup, ça va être un type de maintenance et ce n'est pas
dans les coûts de la FIPIL ou les coûts d'investissement qui sont pour construire une installation neuve. Donc c'est après, ça fait partie de l'autre partie des 25 milliards dont parlait Aurélien Louis. Mais la proportion exacte en nombre de millions d'euros, là, je ne l'ai pas de tête, excusez-moi. Et justement, quelques précisions sur le coût, entre coûts, la ventilation des coûts des 5,6 milliards. Imaginez une maison. En fait, vous construisez une maison, voilà. Et la première partie de la maison, le toit, les murs, la terrasse, c'est 5 milliards d'euros. Voilà. Après, vous savez que vous avez des extensions à construire. Vous avez une grange, vous avez des choses, vous avez d'autres aménagements. Ça va être un peu plus, un autre 5 milliards d'euros pour arriver à la fin de votre projet. Donc là, vous êtes à peu près à 11 milliards d'euros. Mais dedans, vous allez payer vos taxes d'habitation, vous allez payer l'eau, vous allez payer les gens qui vont venir faire les réparations, vous allez payer les coûts d'entretien. Et quand on fait l'ensemble, on arrive à 25 milliards d'euros. Voilà. Y compris, et comme l'a rappelé tout à l'heure M. Jacquet et Aurélien, la déconstruction à la fin, donc le démantèlement à la fermeture. Donc en fait, les 25 milliards d'euros, c'est un coût complet. Construction, maintenance, taxes, exploitation, démontage. C'est pour ça que c'est très compliqué aussi et qu'il y a le mécanisme qu'a expliqué M. Louis de réévaluation périodique. Voilà, ça, c'était sur les coûts. Et la mémoire? Alors, sur la mémoire, c'est une très belle question. C'est pas facile d'y répondre. En fait, le CIGIO, le concept, bien sûr, on met en place des dispositifs mémoriels pour organiser le souvenir de l'installation. Donc dès la FIPIL, on va construire un bâtiment mémoire, on va engager des programmes qui sont d'ailleurs déjà imaginés. Dans notre proposition de thème, on n'a pas voulu le mettre comme vraiment point décisionnel, mais on peut changer ça. C'est-à-dire que s'il y avait une proposition qui était d'ajouter des thèmes, bien sûr, on en tiendrait compte immédiatement. Nous, dans notre première analyse, on ne l'avait pas mis parce qu'on s'était dit finalement, comme CIGIO, il est sûr, il est conçu pour être sûr avec de la mémoire ou sans la mémoire, c'est-à-dire on prend l'hypothèse de l'oubli, on s'était dit, bon, est-ce que c'est vraiment un thème qui est déterminant pour continuer ou pas? On avait choisi, mais voilà, c'est un choix, on avait choisi de ne pas le mettre dans les grands critères, d'une certaine façon, stop ou encore. Parce que finalement, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir garantir. Personne ne va pouvoir garantir que la mémoire va être préservée pendant 1000, 5000 ans. En fait, on va tout faire pour, mais on ne va pas pouvoir garantir. Alors, par contre, mesurer que la porosité in situ, c'est la même ou du même ordre de grandeur ou très très similaire à la porosité mesurée dans le labo, ça, c'est des choses qui sont plus en dur. Voilà. Donc c'était pour ça qu'on ne l'avait pas mis, mais une fois de plus, on est très ouvert sur les thèmes et ça fait typiquement partie des recommandations qui peuvent sortir et qui peuvent être intégrées au projet et qu'après on déclinera de façon plus opérationnelle dans nos programmes avec peut-être plus d'échéances sur cette fenêtre temporelle-là de la FIPIL qu'on avait prévue. Mais bon, voilà. J'essaye d'expliquer la démarche et la démarche n'est pas exhaustive. Et si je puis me permettre, c'est vrai que les jalons qui ont été présentés comme proposés par l'ANDRA, c'est les jalons, on va dire, minimaux, au sens où donner corps à ces jalons, à ces conditions, à ce à quoi il faut prêter attention pour faire ces prévisionnels, c'est aussi ce qui vous est demandé, de toute manière. Donc, effectivement, le champ est important. Est-ce qu'il y a un autre point de faire agir? Sinon, je passe à M. Jacquet. Je ne résiste pas à un petit point sur les différents pays. En fait, nos concertations, elles sont ouvertes aussi aux citoyens des autres pays. Et d'ailleurs, en 2013, on avait eu des questions de l'État du Luxembourg qui avait posé des questions assez légitimes sur notre projet. Et donc, on a répondu à l'État du Luxembourg. En fait, c'est ouvert à tous les citoyens, donc aux citoyens européens. Tout le monde peut poser des questions. Donc ça, c'est un point aussi, je voulais dire, parce que parfois, on a des questions qui viennent de gens qui s'intéressent à notre sujet de l'étranger. C'est assez étonnant. Sur la différence sur l'ANDRA, adaptabilité, on a la même vision. En fait, c'est un peu fixé aussi par le Code de l'environnement, la définition des inventaires, références et réserves. J'allais dire adaptabilité. Références et réserves sont fixées c'est une démarche qui est fixée par le Code de l'environnement, donc on applique. Et vraiment, c'est pour les incertitudes, pour qu'est-ce qui pourrait se passer si ça ne se passait pas comme on avait prévu. On est obligé de faire des études pour prévoir. En fait, c'est de la prévision. Merci. Alors Benoît. Il faut regarder, il y a peut-être des points où il y a une petite imperfection de langage.
L'arrêt du retraitement, ça par contre, c'est vraiment explicité je peux vous le montrer dans le document, où on dit que ça fait partie des choses qui peuvent modifier les déchets que nous aurions à prendre en charge. Et c'est vrai que c'est une décision qui ne dépend pas de l'ANDRA, qui serait prise à un niveau national, par contre, dont les conséquences seraient à gérer par l'ANDRA. Donc si jamais elle était prise, il faut qu'on s'y prépare. Mais ce n'est pas la route actuelle de la politique nationale. Merci. Alors, Benoît Jacquet, beaucoup de questions posées sur la position du CLIS. La position du CLIS sur la FIPIL, est-ce que vous êtes capable de dire oui ou non, ou oui ou non, oui, je ne sais pas. Il y a la question de la position du CLIS sur la réversibilité, c'est dire un peu plus pourquoi vous n'y croyez pas, les alternatives, et puis qu'est-ce que vous attendez d'un grand débat sur la FIPIL? Ah mon Dieu, oui, ça, j'aurais pas dû dire ça. Non, et juste sur l'inventaire, je trouve que monsieur a raison, c'est très très important cette question de l'inventaire, parce que l'inventaire de référence, ok, très bien, on voit ce que c'est le parc nucléaire actuel, plus l'EPR, peut-être même des trucs d'ITER, non, je sais pas, enfin bref. Là au moins, on connaît le volume finalement. Mais avec l'inventaire de réserve, on part un peu, on est en pleine science-fiction, quoi. On sait pas et ça, surtout, ce qu'il faut voir, c'est que si jamais on arrête le retraitement, par exemple, il faudrait stocker éventuellement du combustible usé directement, ce qui n'est pas prévu aujourd'hui, et qui ne serait sans doute pas le même concept que ce qui est prévu pour les déchets haute activité vie longue retraités. Donc ça, c'est quand même un point très important, et notamment pour le territoire, parce que ça veut dire, si on a un site de stockage en France un jour, il y a peu de chances qu'on en trouve un deuxième, hein, vu comment ça se passe déjà pour le premier. Alors, pardon. Mais est-ce que le risque, c'est pas que finalement, un jour, tout arrive là, quoi. Même des choses qui n'étaient absolument pas prévues au départ. Et ça, pour la population locale, je pense que c'est une inquiétude qui n'est pas négligeable. Et les incertitudes qui restent comme ça trop longtemps, ça finit parfois par créer de la défiance, voire plus. Bon, je viens à mes questions maintenant. Oui, j'ai parlé de débat, non, mais effectivement, c'était pour ne pas reprendre le terme de concertation, puisqu'il est utilisé ici. Et puis il a un sens parfois un peu réglementaire, donc je voulais l'éviter. Quand je dis national, c'est plutôt au niveau national. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée que nous avons, nous, c'est de réunir autour de la table, d'une très grande table, tous les acteurs qui sont concernés par la question du stockage du projet, des experts institutionnels, non institutionnels. Alors c'est vrai que ça ne s'adresse pas forcément au grand public, mais bon. Et pour justement réfléchir tous ensemble à ce que doit être cette phase industrielle pilote. Ce qu'elle doit contenir, ce que je vous ai dit tout à l'heure, quoi. Ce qu'il doit y avoir dedans et comment on la suit, comment on l'évalue, comment on la sanctionne, quoi, d'une certaine façon. Je pense qu'on va faire ça, mais ça prendrait plutôt le format de ce qui se passe dans le cadre des discussions sur le PNGMDR, le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, c'est-à-dire aujourd'hui il y a une commission orientation qui est présidée par une personnalité totalement autonome, si je peux dire, et dans ce groupe sont réunis toutes les ONG nationales, le CLIS aussi, l'ANCLI, qui est l'Association nationale des CLI, les acteurs du nucléaire, Andra, EDF, Orano, l'ASN, l'IRSN, enfin vous voyez, tous les acteurs qui gravitent autour de ça, et dans ce cadre-là... Et pour information, le groupe rencontrera Michel Badré demain, juste pour vous sachiez. Voilà, c'est le président de la commission d'orientation, donc vous pourrez peut-être en discuter encore plus avec lui demain, j'arrête sur ce point dans ce cas. Et concernant la position du CLIS, concernant la phase industrielle pilote, on n'a pas pris position. Le CLIS prend finalement rarement position parce que c'est très compliqué, hein. Ça amène tout de suite des tensions. C'est possible parce que parfois on est consulté, donc il faut bien qu'on rende un avis. Mais souvent l'avis, si vous voulez, on rend un avis majoritaire et on met ensuite pourquoi certains ne sont pas d'accord avec cet avis. Ce qui est une bonne façon aussi de montrer que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Donc sur la phase industrielle pilote, je pense que la majorité des membres du CLIS estiment que c'est une bonne chose. Et que ça aurait été même, c'est ce que je vous disais, c'est étonnant que finalement on ne l'ait pas prévu dès le départ. Et puis quoi qu'il arrive, le CLIS, il suit un peu le mouvement, hein. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu de phase industrielle pilote, on l'aurait peut-être demandé, mais si on ne l'avait pas obtenu, il n'y en aurait pas eu, on aurait continué quand même. Là, il y en a une, on va suivre. Le CLIS ne peut pas se dire d'un coup, comme ça, du jour au lendemain, ce que vous avez prévu dans 5 ans, ça ne nous intéresse pas, on n'y participe pas. Ça ne me semble pas possible. Et sur la réversibilité, bien sûr, j'y arrive. À moi que... Non, c'est bon, pardon. Sur la réversibilité, je vais vous dire pourquoi le CLIS ne veut plus en parler. Parce que entre 1994 et 98, 2000, à peu de choses près, quand le projet a été présenté ici dans la Meuse, dans la Haute-Marne et dans la Meuse, les départements étaient candidats séparément. Je ne sais pas si on vous l'a dit. Ils ont été réunis ensuite.
la réversibilité était présentée comme, et c'est noir sur blanc, ça je peux vous retrouver les textes, hein, et c'était par des gens de l'Andra de l'époque, ou par des élus qui avaient eu la bonne parole, était présentée comme la possibilité, à tout moment, y compris après la fermeture du stockage, d'y retourner pour aller récupérer les colis stockés. Pour en faire quoi ? Mais voilà, c'était comme ça que c'était présenté, parce que c'était aussi une façon de faire accepter le projet en montrant, vous voyez, c'est réversible, on pourra revenir en arrière au cas où. Bon, on s'est rendu compte très vite que ça n'était pas possible. Une fois le stockage fermé, jamais on y reviendra. Donc c'est pour ça qu'on ne veut plus parler de cette réversibilité. Parce qu'aujourd'hui, dans la loi de 2016 qui parle de la réversibilité, on nous parle de gouvernance, on nous parle de façon de éventuellement tenir compte du retour d'expérience, de s'adapter, voilà, flexibilité, adaptabilité. Mais ce n'est pas la réversibilité telle qu'elle a été présentée aux gens il y a 20 ans ou 25 ans. Et c'est pour ça qu'on ne veut plus en parler. Et qu'on parle éventuellement de récupérabilité, avec des doutes aussi, mais ça, on va mandater prochainement des experts pour travailler là-dessus. Merci beaucoup. Je crois que vous avez répondu. Ah, j'en ai encore, moi. Je ne crois pas. Je crois que vous avez tout dit. Et en plus... non, les solutions alternatives. Pardon, exact. Alors, est-ce qu'il y a une position du CLIS sur les solutions alternatives ? Il y a des positions... En fait, le CLIS, je vous l'ai déjà dit, il s'exprime rarement d'une seule voix. C'est possible, mais c'est assez rare. En revanche, les membres du CLIS ont des positions individuellement ou au nom de l'organisme qu'ils représentent. Sur les alternatives au stockage, il faut bien voir que nous, notre objet, c'est le projet de stockage. Donc c'est à ça qu'on se consacre principalement. Ça ne nous empêche pas, quand on entend parler d'autres solutions ou de propositions, de nous intéresser aussi à ce qui peut être proposé par d'autres comme alternative au stockage. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose dont on parle plus dans les instances nationales, comme dans la commission d'orientation du PNGMDR. Et c'est d'ailleurs dans la décision conjointe du ministère de l'écologie, comment on l'appelle maintenant Oui, de la transition écologique. Merci. Et solidaire, non ? Et l'autorité de sûreté nucléaire, il est bien à un moment dit dans un article qu'il faudra étudier, alors on ne sait pas comment en revanche, les solutions alternatives. Enfin, il faudra consacrer un peu de temps à ça. Voilà. C'est pas beaucoup plus précis, mais au moins c'est noir sur blanc, c'est écrit. Mais c'est vrai que nous, a priori, on se consacre quand même principalement au projet de stockage. Voilà. Okay. Mais on est ouvert, hein, si jamais il y a d'autres choses qui sont présentées, on peut inviter des intervenants pour nous parler de choses diverses. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour à la fois la concision de vos réponses et leur clarté.